Donc, bonjour à tous. Je vais embarquer tout de suite avec ma partie. Je m'appelle Carole Delan. Je travaille pour IA Groupe Financier. Ça fait plusieurs années. Dans le fond, on m'a proposé de faire une présentation ici encore, puis ça devient quasiment une tradition, là, finalement. Ça fait quelques années, là, finalement, qu'on couvre la conférence, nous, pour le travail, puis ça nous fait plaisir de venir partager nos trouvailles, puis ce qu'on a trouvé d'intéressant dans la conférence. Puis c'est pas plus mal de se prendre à plusieurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu là, qui est diffusé par Microsoft, même si cette année, c'était à distance et pour des raisons de la pandémie, c'était quand même assez riche en contenu. Un peu différent, par exemple, on sent qu'ils ont été bousculés dans leur cédule et tout ça. Donc, ça a mis un focus, je pense, sur différentes choses. Puis, ici, pour ma partie, moi, je vais m'occuper de vous parler de la plateforme .NET qui a été, que Microsoft est venu préciser et nous clarifier finalement le roadmap là, avec les dernières annonces et les dernières livraisons qu'ils ont faites. En passant, merci à Microsoft pour les slides. J'ai pas beaucoup de mérite. J'ai carrément volé ça sur un repo Git qui vient. Les slides viennent directement de Scott Hunter et Scott Anselman ou de leur équipe. Bref. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on a de nouveau pour .NET Core? On est revenu dans la conférence sur différents éléments qui ont été livrés récemment. Mais en fait, ce qui est la grosse annonce pour eux du côté ASP.NET, en tout cas, c'est la livraison, la mise à disponibilité de Blazor en mode WebAssembly. Donc, c'est là que notre focus se porte là, finalement. Un rappel, dans le fond, de la technologie Blazor, c'est qu'on a on est capable d'exécuter des applications SPA dans le navigateur, mais qui sont écrites à partir de C#, la plateforme .NET, qui sont exécutées directement en code binaire dans le navigateur. Donc, c'est ça la grosse force du WebAssembly. Je ne passerai pas en détail l'ensemble de ces choses-là, mais parce qu'on a déjà fait, je pense qu'il y a eu déjà 2 présentations qui ont été faites là, dans le passé sur le sujet. Mais sachez que maintenant, c'est disponible. Puis, grosso modo, ils ont ajouté certains éléments là, récemment, comme la possibilité de faire ces applications-là, des PWA, des Progressive Web Apps, de manière assez facile. Puis aussi, l'ajout de certaines autres fonctionnalités comme l'authentification et un meilleur support pour le débogage que je vais vous montrer juste après. Donc, si on passe à la démo. Ici, ce qu'on a, c'est une application Blazor qui est fournie, en fait, qui a été développée par l'équipe de Microsoft, par Steve Sanderson et Daniel Roth, qui s'en sert pour faire certaines démonstrations. En réalité, cette application-là, c'est une application exemple qui démontre un use case en même temps, vous êtes une compagnie de location d'automobile, puis vous décidez vous voulez faire le suivi des bris ou de ce qui a été endommagé sur les véhicules, bien, vous avez une espèce d'application comme ça qui vous permet de faire le suivi, puis faire des réparations, puis aussi, j'imagine, de facturer ce qu'il faut aux gens qui ont créé les dommages. Bref, c'est une application qui roule dans le navigateur comme on le voit. La première chose qu'on peut regarder, qu'on peut voir, c'est que je suis logué dans cette application-là. Donc ça, c'est un des trucs qui est assez... qui est intrinsèque à la plateforme maintenant, qui nous permet d'avoir l'authentification, même si on est en mode SPA, le même genre d'authentification à laquelle on est habitué en .NET. Donc ça, c'est déjà un plus. L'autre chose que je voulais vous montrer, je vais vous montrer un peu l'application pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ici, on a un contrôle qui est en fait une librairie JavaScript qu'ils ont utilisé. Donc, il y a un pont entre le JavaScript puis le .NET qui roule dans le navigateur. On peut justement sélectionner une partie du véhicule puis ajouter une note pour dire que finalement, ajouter une note qui nous permet justement de voir ici ce qui est pas un problème, puis on peut prendre une photo. Bref. Ce que je voulais faire remarquer qu'il y a une différence par rapport à avant, c'est que quand on télécharge l'application, si je me promène si on télécharge l'application, on la recharge, on va voir en fait,
c'est ça, il y a très peu de choses qui est téléchargées. Donc, on parle d'une centaine de cas ici pour cette application-là. En réalité, ça représente un peu plus en taille réelle, mais avec les mécanismes d'optimisation, ça fait une taille qui est relativement petite. Puis la raison de ça, c'est que en fait, toutes les DLL ou même le runtime mono qui soutient Blazor, lui, a été mis en cache dans une cache du navigateur. Puis une fois qu'il est mis en cache, on n'a plus besoin de le retélécharger. Donc, si on regarde ici, justement, dans cet onglet-là, on voit que les ressources Blazor qui sont là sont en fait des binaires, des DLL. Si on regarde le début, on a Framework, Bin, Microsoft, JS Interrupt, WebAssembly.dll. Donc, c'est tous des DLL.NET qui sont là, qui sont téléchargés sur le poste puis qui sont mis en cache. Donc, on n'a pas besoin de les télécharger par après. Puis c'est quand même assez gros. Là, si on regarde dans la console, je pense qu'on le voit, on a en tout plus de 6 MB là, qui va être utilisé là, pour notre application. Donc, ça reste quand même un certain défi de pouvoir utiliser ça pour des téléphones, des appareils qui ont des bandes passantes limitées, mais ils ont quand même travaillé fort à optimiser ces éléments-là. L'autre chose que je voulais faire remarquer, c'est qu'on a la possibilité on a la possibilité de rouler cette application-là en mode Progressive Web App. Ce que ça fait, c'est quand on l'installe, l'application elle apparaît dans notre menu Démarrer ici. Puis, si je la roule, par exemple, ça me donne un look un peu plus application native qui va nous laisser croire finalement qu'on est dans une application native là, de Windows, mais en fait, c'est notre navigateur qui est comme caché puis qui roule en arrière. Donc, on est capable d'utiliser cette fonctionnalité-là assez facilement. Puis c'est super bien intégré là, dans les modèles de projets de base là, de Blazor. Donc ça, c'est ce qui est assez intéressant. Puis l'autre chose, ben là, j'ai un petit peu montré un peu trop vite là, ce qu'il y en est, mais ici. En gros, le support du débogage est beaucoup amélioré avec la dernière version. On est capable de mettre des breakpoints directement dans notre Visual Studio, puis ça va se lier pour nous à ce qui s'exécute dans le navigateur. Donc, on n'a pas besoin de faire des manipulations de CTRL-ALT, CTRL-SHIFT-D pour partir le navigateur en mode debug, pour après ça être capable de déboguer du côté client. Donc, tout ça se fait plus facilement là, avec l'intégration avec Visual Studio. Donc, encore là, un gros ajout pour Blazor. Donc, je passe tout de suite à un prochain sujet, mais sachez qu'il y a encore plein d'autres choses à dire par rapport à ça. Puis le fait que ça s'exécute en local dans le navigateur, ben, c'est quelque chose qui est assez impressionnant là, comme technologie. Peut-être à noter, par exemple, c'est qu'ils n'ont pas. Il y a un support pour la compilation ahead of time, donc d'être capable de compiler au complet le code .NET, de le transférer en bytecode WebAssembly. C'est encore dans les objectifs de Microsoft. Par contre, ils ont eu des problématiques à le mettre en place, là, donc ça va être repoussé dans une autre version. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait être livré en .NET 5. Une autre chose qui a été annoncée au build, c'est la disponibilité finalement du designer Windows Forms, qui est en fait la Windows Forms pour .NET Core. Donc, on n'est plus dans le même Windows Forms en .NET Framework 4.8, par exemple. On était capable de faire des projets en Windows Forms. Par contre, le designer ne fonctionnait pas bien ou ne fonctionnait pas du tout, en fait. Donc, le support de ce designer-là est maintenant est vraiment complet. Puis, vous pouvez l'utiliser dans les versions de Visual Studio 2019 16.7 qui est encore en preview. Là, en fait, on est plus à preview 3.1. Semble-t-il que c'est plutôt sur ma slide la version 16.6. Bref. Donc, aussi, on a fait un rappel sur la version .NET Core 3.1 qui est en fait la version supportée à long terme de Microsoft sur .NET Core. Donc, ça reste toujours d'actualité. C'est la version à utiliser en entreprise encore, étant donné que les autres versions ne sont pas encore disponibles, puis c'est encore un peu trop changeant. Donc, ça amène quand même certaines fonctionnalités intéressantes comme de pouvoir on peut supporter les scénarios en côte à côte, en side-by-side, et aussi d'avoir un XE self-contained. Donc, on est capable d'avoir toutes nos DLL, nos dépendances bundlées finalement dans le
le même conteneur qui va se trouver être notre EXE. Donc, on peut déplacer notre application qui contient autant le framework, nos dépendances et tout ça dans un seul exécutable. C'est une demande assez forte de la communauté. Puis ça, ben, c'est quelque chose qui ont travaillé pour .NET Core 3.1. Puis c'est encore quelque chose qui travaille pour améliorer en .NET 5. L'autre chose, oui, dans .NET Core 3.1, c'est la version à utiliser pour faire du Blazor. Donc, on n'a pas à attendre plutôt une prochaine version. Et c'est .NET Core qui nous permet d'utiliser le langage C# 8. Les fonctionnalités de ce langage-là ne sont pas, de cette version du langage, ne sont pas supportées dans le .NET Framework 4.8. Donc, c'est une limitation. Puis, c'est quelque chose qui est là, j'imagine, pour nous encourager à utiliser la version .NET Core de .NET. Une des annonces qui avait été faite l'année dernière au Build en 2019, c'est l'annonce de .NET 5, donc l'unification des plateformes .NET. Puis Microsoft a voulu faire une mise à jour de où est-ce qu'il en était sur le sujet, puis quel chemin il avait parcouru. Ils sont revenus sur le fait que la vision reste la même, que .NET Framework, .NET Core et Mono devaient en fait fusionner pour devenir une seule plateforme .NET. Donc, l'appellation .NET Core disparaît et fait place à .NET tout court. Et pour ne pas créer de confusion avec notre .NET 4, 4X qu'on avait déjà, on a décidé de passer à la version 5, donc .NET 5. L'idée derrière, c'est d'avoir un seul SDK, une seule BCL, puis d'avoir une chaîne de montage, si on peut dire, unifiée. Donc, de ne pas avoir un tooling séparé pour Mono, pour Xamarin et tout ça. Donc, d'avoir un seul tooling qu'on peut utiliser. Donc, de diminuer la complexité pour l'utilisation des utilisateurs. Et aussi de leur côté, d'avoir une seule BCL à maintenir, c'est quand même plus avantageux pour eux, là. Donc, ce qu'on vise avec ça, c'est d'avoir un UI natif cross-platform, donc multiplateforme. On va aussi évidemment avoir du UI web multiplateforme. Dans .NET 5, il y a eu beaucoup d'investissements qui sont faits par rapport pour la création, faciliter la création de l'application Cloud Native. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est être capable d'héberger ou de rouler nos applications dans des conteneurs, dans le mode cloud, comment on peut optimiser les différents éléments pour diminuer la taille, la consommation de mémoire, améliorer la performance, bref, d'aller vers les modes microservices. Microsoft continue d'investir dans sa plateforme pour nous faciliter la vie. Puis, pour nous rendre les choses le plus agréables possible. Aussi, il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites en termes de performance, de la vitesse d'exécution, de temps de chargement, essayer de diminuer les tailles d'images, de conteneurs, et on continue évidemment toute l'intégration avec Azure, puis les outils de diagnostic. Donc, tout ça est... tout ça continue. C'est juste que le focus d'unification des .NET, lui, va devoir attendre à .NET 6. C'est là où on pourra constater finalement la vraie unification des différentes versions de .NET. Puis, en fait, Microsoft l'explique par l'arrivée de la pandémie là, qui a chamboulé, comme on l'a tous vécu, là, qui a chamboulé un peu les planifications dans beaucoup d'organisations. Je voulais revenir justement sur quelques investissements qu'ils ont fait par rapport au Cloud Native. Christophe a parlé de WSL tantôt, fait que ça, c'est quelque chose qui est facilitant pour travailler avec les conteneurs en local. Quand on travaille avec les architectures microservices, on veut avoir des applications qui sont plus petites, donc on veut des fois éliminer un peu de plomberie. On parle aussi d'avoir un exécutable unique, de ne pas avoir plein de fichiers à traiter. Puis voir aussi top-level C# Programs qu'on va voir tantôt dans la section plus C# 9, mais c'est tous des investissements qui sont faits un peu dans cette veine-là qui pourraient aider le développement d'applications Cloud Native. Il y a 2 projets expérimentaux qui ont été lancés par Microsoft. À peu près dans le même genre que Blazor à l'époque. Je pense de leur côté, on lance des projets expérimentaux, on regarde si ça fonctionne, si la communauté embarque. Si oui, à ce moment-là, ils continuent leur projet puis ils avancent. Le premier, c'est le projet TIE qui sert en fait de mini-orchestrateur pour beaucoup d'applications, pour orchestrer vos différentes applications, vos différents morceaux d'applications, si on peut dire, qui lui va vous aider en développement local.
puis qui va aussi vous aider éventuellement à déployer vos applications un peu à la Helm. Bref, ils ont des visées sur ça, mais qui va être très, très ciblé par rapport à .NET. Donc, il ne pourra pas vraiment, ça ne sera pas optimisé pour gérer n'importe quel type d'application, mais vraiment optimisé pour .NET. L'autre projet qui est un reverse proxy qui s'appelle YARP, pour Yet Another Reverse Proxy, qui va, en fait, c'est un reverse proxy qui est développé en .NET Core, qui va permettre d'offrir des différentes fonctionnalités qui sont peut-être manquantes aujourd'hui. Donc, de pouvoir, ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent combler les vides qui sont laissés peut-être dans la plateforme, dans l'écosystème .NET pour que les gens qui sont habitués avec ces technos-là puissent continuer de travailler dans le même contexte. Projet Tag, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble parce que je trouve que c'est assez prometteur. Puis je trouve que c'est pas évident à comprendre si on ne le voit pas. Donc, une bonne petite démo. J'ai posé la question hier à David Fowler, savoir c'est quoi ça voulait dire, projet Tag, d'où ça venait. Puis en fait, c'est pas pour les tie wraps ou pour les cravates. C'est quelque chose qui vient qui est un terme maritime un peu nautique, là, comme les Kubernetes puis Docker, qui tire un peu son... qui a une image un peu de conteneur sur des bateaux, tout ça. Bref, c'est plus quelque chose qui a rapport à ce qui nous sert sur un bateau à hisser des voiles ou à maintenir des choses surélevées. Donc, c'est de là que le nom vient. Bref, assez d'étymologie. Donc, ici, ce que je vais vous montrer là, c'est un répertoire qui pourrait être, qui est assez simple, là, mais qui pourrait représenter une application assez standard là, où on a un front-end, donc une application SPNet, qui va consommer un Web API qu'on va appeler ici le back-end. Puis, généralement, on va en avoir plus que ça là, à travailler dans le contexte d'entreprise. On va avoir plus que deux morceaux. Par contre, ça sert à démontrer un peu la faisabilité de la chose ici. Ce qui arrive, c'est que quand on développe différents morceaux comme ça, puis qui interagissent entre eux, on a besoin d'avoir soit une procédure ou un script qui nous permet de tout ramener les éléments sur notre poste, de lancer les différents projets dans le bon ordre, configurer AIS, bref, tout ce setup-là devient un peu complexe des fois, puis ça nous prend un certain temps. C'est pas toujours évident à mettre en place. Combiné à ça, des fois, des dépendances avec des conteneurs, ça vient ajouter un peu à la complexité. Auparavant, avant le projet Tag, on a quoi? On a Docker Compose qui nous permet de monter différents conteneurs en isolation puis de partager un même réseau. On a Kubernetes qu'on peut mettre en place aussi avec des chart-ends, on peut déployer nos applications, mais ça reste quand même compliqué d'améliorer ce qu'on appelle la inner loop, là, où quand on développe, on est capable de tester nos affaires puis de refaire une modif, de retester, donc le edit and continue et tout ça. Là. Ça devient difficile quand on travaille en mode conteneur. Visual Studio nous offre des facilités pour ça, mais ça reste quand même complexe, puis ça rallonge nos délais de développement. Donc, c'est un peu là-dessus que veut travailler le projet Tag en nous facilitant la vie. Ce que ça fait, c'est quand on a une ligne de commande qui va être installée, puis qui va même être intégrée avec la CLI.NET. Puis quand on tape la ligne de commande Tag Run, ce que ça va faire, ça va exécuter un fichier. Ça va prendre en spécification, d'ailleurs, un fichier que je peux vous montrer. Oups. Ici. Donc, le fichier, ce qu'il fait, c'est qu'il vient définir un peu, ceux qui travaillent un peu en YAML, vous allez reconnaître un peu des similarités. On vient dire qu'on a un back-end, on a un front-end. On a aussi une cache Redis qui va devoir être monté à l'exécution, puis un autre élément qui est le Redis CLI qui va devoir aussi être là. Donc, Tag, lui, quand on va le dire, d'exécuter tout ça, lui, il va exécuter nos applications en local, puis il va aussi monter le conteneur qu'on a besoin, qui est notre dépendance de Redis ici. Une fois que ça démarre, il va même nous afficher un dashboard qui va nous permettre de suivre l'exécution puis les différents logs à un seul endroit. Et ici, on voit donc back-end, front-end, la Redis et tout ça. Puis si je regarde je peux afficher les logs, c'est les logs qu'on voit d'habitude dans la console de .NET Core quand on démarre notre application. Si j'accède à l'application ici, là, je fais des rafraîchissements présentement, puis les données ne changent pas. C'est les données de température ou de prévision météo. Ils ne changent pas parce qu'en fait, les données sont cachées pendant 5 secondes dans la cache Redis.
Puis là, je vais l'attendre une dernière fois. Vous voyez, la dernière température, c'est 89. Donc, je suis capable d'aller voir dans ma cache Redis, ici dans le CLI plutôt, de voir que les valeurs sont vraiment été stockées, ils proviennent vraiment de la cache Redis. Fait que c'est à ça que ça sert finalement, Taille, c'est de démarrer les différents projets un à la suite de l'autre, puis de nous permettre de gérer autant des containers que des applications locales. Ce qui est le fun ici, c'est que comme on travaille en local, en Visual Studio, ben, nos applications ne sont pas en conteneurisées, mais ils travaillent de manière isolée dans le même réseau que nos conteneurs, comme ici Redis. C'est tout le genre de travail que le projet Tide est en train de faire. C'est assez prometteur. Ils vont même nous permettre éventuellement de publier notre application à la Helm là, dans les clusters Kubernetes. Bref, sont assez. Ils veulent vraiment avoir du feedback là-dessus. C'est pour ça qu'il y a un bouton aussi. Je pense qu'ils attendent de voir si c'est quelque chose qui est utile, mais grosso modo, je pense que ça peut l'être vraiment pour faciliter les scénarios de développement en mode local, là, au minimum. Donc, une grosse annonce qui a été faite aussi, ben, en tout cas, qui moi, m'a surpris quand même, qui a été faite au Build, c'est l'annonce de la nouvelle plateforme pour faire des applications natives multiplateformes. Donc, on va être capable de faire des applications natives sur différents types de plateformes comme on pouvait le faire, mettons, avec Xamarin, mais ce n'était pas vraiment le cas, ce n'était pas unifié. C'est là qu'on a lancé le projet .NET MAUI. Ce projet-là, en fait, ce qui tend à faire, c'est d'être capable, avec la même plateforme, de faire des applications natives autant pour des appareils plus mode desktop que des appareils mobiles. Donc, ce que ça va permettre de faire. En fait, d'où ça vient, c'est on va avoir une application native, donc compilée, ce ne sera pas du Electron là, ou du PhoneGap ou même Cordova. Là, ça va être vraiment des applications natives compilées dans la plateforme cible. Ça va nous permettre d'avoir un seul projet, donc un seul code base, chose qui n'était pas possible avec Xamarin auparavant. On est obligé d'avoir différents projets pour chacune des plateformes qu'on ciblait. Aussi, évidemment, on va être capable de déployer sur multiples devices. Évidemment, ça ne sera pas facile tant que ça d'adapter de faire un UI qui est responsive et qui concorde avec toutes les différentes plateformes, mais ça risque qu'on est capable de faire beaucoup plus de réutilisation qu'on faisait avant. C'est en fait l'évolution de Xamarin Forms. Xamarin Forms vont livrer une dernière version, si je ne me trompe pas, prochainement, dans les prochains mois. Puis ça va pas mal se terminer avec ça. Ils vont tout de suite enclencher après sur .NET MAUI. Donc, on peut comprendre que c'est une technologie qui va être basée sur le XAML, qui va nous permettre de cibler les différentes plateformes. Ils ciblent de livrer ça avec .NET 6, d'avoir des previews à la fin de l'année. Donc, c'est très, j'ai pas pu vous préparer des mots, j'aurais bien aimé ça, là, mais c'est comme pas encore disponible, là, malgré ils ont quand même publié un projet sur GitHub, mais c'est comme pas au point encore là, pour être capable d'utiliser directement. Je pense plus que c'est pour contribuer au projet puis le mettre en place. Bref, super intéressant. Donc, ça va nous permettre de faire techniquement une application qui va targeter différentes plateformes avec le même codebase. Donc ici, c'est ça, on vient clarifier un peu l'expérience, ça va être quoi? Donc les différents namespaces qui vont être renommés. On va pouvoir créer une nouvelle application avec .NET New MAUI. Et ce que ça veut dire pour Xamarin, iOS et Android, c'est qu'ils vont être renommés en fait pour utiliser plus le thème marketing .NET, donc .NET for iOS puis .NET for Android. Et c'est ça, donc la même expérience de CLI va pouvoir s'appliquer pour ces différentes plateformes-là. Mais là, ça devient compliqué. Fait que je vous ai fait un petit résumé de c'est quoi les différentes plateformes UI qu'on peut utiliser puis dans quel contexte, parce qu'on a tantôt Christophe qui nous a parlé du projet Réunion avec toutes les différentes couches qu'on pouvait utiliser, bref, toutes les différentes librairies et les différentes possibilités. Donc, on est capable d'avoir un UI pour une seule plateforme avec Xamarin qu'on va maintenant appeler .NET for iOS, .NET for Android. Donc, on cible finalement la plateforme qu'on veut utiliser en faisant ça. Pour le web, on a SPNet MVC, Razor Pages, Blazor. Je n'ai pas mis Web API, mais grosso modo, c'est du SPNet. Blazor est un peu différent pour targeter pour le web. Un petit rappel justement, projet Réunion WinUI, c'est qu'on va
pouvoir déployer ou prendre ce qu'on veut finalement de chacune des plateformes. On va choisir notre contenant, donc WPF, WP, WinForm ou autre. Puis après ça, on va pouvoir prendre les contrôles visuels qu'on veut puis les déployer sur un desktop Windows 10. Maui qui est là, lui, dans le fond, l'évolution de Xamarin Forms, qui va pouvoir cibler Windows 10, macOS, Linux, Android, iOS, puis Tizen, normalement. Donc, tout ça devrait pouvoir être possible à partir de la même plateforme. J'ai mis Blazor ici parce qu'il y a un projet expérimental qui a été publié par rapport à, qu'on appelle, je pense, les Mobile Bindings, où on va être capable de travailler en mode Blazor, donc avec les outils Blazor, mais de générer du code natif pour les différentes plateformes. C'est quelque chose qui est très, très expérimental, mais ils vont voir s'ils vont aller de l'avant avec ça. Mais ça semblait être la suite, là, finalement, des choses pour eux. Sinon, si on veut adresser autant du multiplateforme, desktop, mobile et du web, ben, on a l'option d'aller vers une autre plateforme qui fonctionne pour ce genre de scénario-là, qui lui va être basé, qui est encore basé sur Xamarin puis sur Mono. Donc là, j'imagine qu'ils travaillent très fort à suivre les nouveautés que Microsoft publie pour se mettre à jour, pour voir comment ils vont pouvoir continuer à offrir leur plateforme. Mais c'est le genre de défis qu'ils vont probablement être capables de relever dans le futur. Donc, je pense que ça fait un bon résumé là, des différentes options. J'espère que ça va pouvoir vous aider à prendre des décisions là, pour choisir les bonnes plateformes. Donc, si on résume .NET 5, des améliorations sur le Cloud Native, on a parlé du projet Type, .NET MAUI, qui va être en preview prochainement au courant de l'année. Je voulais revenir rapidement sur C# 9. Qui commence à prendre forme, puis sur lequel il commence à diffuser de l'information. Je vais revenir sur 4 éléments à peu près, donc les top-level programs, les init-only properties et aussi les records. Ça, j'en parlais pas trop, mais grosso modo, les records, je ne vous montrerai pas en démo, c'est qu'on va être capable de faire des classes de données qui vont être immuables. Donc, on va être capable de définir, c'est comme une struct, mais pour lesquelles on ne peut pas changer les données une fois que c'est créé. Puis ça offre certaines fonctionnalités intéressantes pour certains scénarios, là, vous comprendrez dans beaucoup de cas. Puis aussi le pattern matching qui était une fonctionnalité qui était offerte avec C#. Donc, on ajoute à ça différentes possibilités. Puis aussi le target typing qui est une autre façon où on peut inférer des types, mais contrairement à d'habitude, on va le voir dans la petite démo ici. Contrairement à d'habitude, finalement, ça va être fait, ça va nous permettre, plutôt que d'inférer le type qu'on a mis à côté du new, on va pouvoir le faire de manière inverse. Le dit de même, ça n'a pas vraiment de sens, donc je vais vous le montrer. Il faut comprendre que Visual Studio n'est pas tout à fait prêt à supporter C# 9. Donc, c'est pour ça qu'on des fois, on a du texte en pâle, ils pensent que ce n'est pas utilisé. Mais Top Level Programs, en fait, en C# 9, ce que ça fait, c'est que plutôt que d'avoir un namespace puis une classe une classe programme qui définit un main, on est capable d'éliminer tout ça puis de juste travailler directement dans le fichier en mettant nos instructions using et notre code directement là. Ce que ça fait, c'est que ça va faire générer le code qu'on aurait été obligé de mettre normalement, puis ça va le générer pour nous, puis il va fonctionner quand même. Ce qu'on voit ici aussi, c'est justement les target typing, c'est qu'on est capable de, plutôt que d'avoir mis un var ici avec un new démo class, puis d'inférer le type de Toto, on fait l'inverse finalement, on dit le type, ça va être démo class, puis j'ai juste à mettre new, parenthèse, puis je n'ai pas besoin de spécifier le type une deuxième fois sur la ligne. D'autres choses qu'il faut remarquer ici, c'est que j'ai un first name qui est défini en Object Initializer, mais qui ne pourrait pas être défini plus tard dans une autre instruction ici, ça donnerait une erreur. Si on regarde la classe qui définit ces propriétés-là, on va utiliser le mot-clé init ici pour dire qu'on peut la modifier, cette propriété-là, seulement lors de l'initialisation. Donc, ça nous permet de contrôler encore plus spécifiquement là, quand on veut pouvoir choisir changer des données. Ici, un petit clin d'œil pour ceux qui ont déjà fait du VBNet, c'est le retour du isNot. Donc, isNot nul qui va être possible dans différents scénarios. Puis, comme je dis ici, on a une amélioration du pattern matching qui va nous permettre d'avoir des ranges ou même plusieurs autres fonctionnalités là,
comme celle-là ici, là, pour faire des retours conditionnels finalement en fonction d'une première valeur. Bref, ça fait le tour très, très rapide de C# 9. Encore plein d'autres choses qui vont être inclus, mais déjà, on peut commencer à jouer avec Visual Studio 2019 Preview. Donc, c'était pas mal ça pour moi. Juste rappeler finalement les livraisons qui sont prévues pour .NET. Novembre 2020 plutôt, .NET 5. Puis à chaque mois de novembre, chaque automne, il va y avoir une version majeure qui va être livrée. Puis toutes les versions paires vont être des versions LTS, donc Long Time Support. Ça va nous permettre de pouvoir s'aligner un peu plus au niveau des entreprises sur ces versions-là. Aussi, .NET Conf qui revient en novembre, donc à mettre à votre agenda, qui va concorder finalement avec la livraison de .NET 5. 3 jours de conférences gratuites sur votre écosystème préféré qui est le .NET. Sinon, ben, c'est ça. Vous pouvez utiliser dès aujourd'hui .NET Core 3.1 et puis commencer à jouer avec .NET 5 qui est maintenant en Preview 6. Ils ont annoncé que Preview 8 devrait être pas mal final, donc on sent que ça prend forme et que ça se cristallise doucement. Donc, merci d'avoir participé. Maintenant, je pense que je vais regarder s'il y a des questions, mais sinon, je vais passer la balle à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a des nouveautés aussi sur Blazor Server-Side où le focus est vraiment sur le WebAssembly? Moi, je n'ai pas noté. C'est sûr qu'il y a certaines améliorations qui ont été faites, je pense, dans les deux côtés. Si on pense, mettons, à l'authentification et tout ça, mais je n'ai pas vu grande annonce là, par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment au niveau WebAssembly que ça s'est fait là, du moins à la conférence, c'est de ceux qui ont traité. Puis Blazor WebAssembly, le mécanisme ressemble à Silverlight. Oui et non. En fait, Silverlight, la manière que c'était fait, c'est que Microsoft fournissait un plugin qui devait être téléchargé et installé, qui venait s'exécuter dans le navigateur. Puis ce qui arrive, c'est que en fait, principalement, nos amis d'Apple ont décidé qu'eux autres, ils n'aimaient pas les proches. Ça a été vrai aussi pour Flash. Puis tout ça, ils ont décidé de mettre la clé dans la porte pour ça. Donc, au final, ça a comme mis fin à Silverlight. Le modèle de WebAssembly est différent parce que, justement, les grands joueurs des navigateurs se sont entendus sur la manière que ça allait se passer pour exécuter du code binaire dans le navigateur. Puis, comme c'est une initiative que, en fait, WebAssembly a vraiment levé quand Apple a décidé qu'il embarquait. C'est poussé par Mozilla en premier, mais c'est ça, comme Apple a embarqué, mais là, tous les grands navigateurs le supportent, puis ça s'exécute dans le même contexte que le sandbox JavaScript dans le navigateur. Donc, c'est pas un autre module à côté qui a plus de droits ou qui crée des problèmes de sécurité. Bref, ça a été mieux pensé, je pense, pour régler ce genre de problème-là. Évidemment, le futur va nous montrer si ça tient ou ça ne tient pas. Là. Il y a quand même des solides enjeux encore à compiler du code pour pas que ça soit trop gros, puis parce qu'on est quand même en web. Là. Bref. En tout cas, j'espère que ça répond à la question. Sinon, c'est tout pour moi. Je pense que je passe maintenant la parole à Maxime qui va vous entretenir de sécurité, si je ne me trompe pas. Exact, c'est tout à fait ça.